Voilà. Bonjour à tous et à toutes. Je vois que certaines personnes commencent à s'impatienter. J'espère que maintenant, vous pouvez suivre ce live. Merci de vous être connectés. On va se présenter. Ça va permettre aux dernières personnes de nous rejoindre. On attendait un peu plus de 300 personnes, mais il y a encore pas mal de monde qui n'est pas connecté. Moi, je suis Philippe Bouvet, je suis le responsable du département biologie santé. Et donc, je suis accompagné dans la salle par plusieurs chargés de projets scientifiques. On va commencer par ma gauche. Ok. Salomé. Salomé Le Goff, je suis en charge du comité de recherche transactionnelle en santé. Thibaut Brix, chargé de projet scientifique, je m'occupe du comité technologie pour la santé. Sarah Chouadou, donc chargée de projet scientifique, on charge de la caractérisation des structures et relations structure-fonction des macromolécules biologiques. Bonjour, Vincent Rouet, chargé de projet scientifique sur le comité 14 de physiologie, physiopathologie. Voilà, et puis à distance, on a un certain nombre de personnes. Alors, je ne sais pas si tout le monde est encore déjà connecté. Normalement, Gabriel doit être connecté. Oui. On ne t'entend pas, Gabriel. Oui, du coup, je suis Gabriel Matra, chargé du projet du comité 44, biochimie et chimie pour le vivant. Pour le comité 12 génétique, on a Charlotte. Bonjour, je suis Charlotte Luerici et je suis en charge du comité 12 génétique, génomique et ARN. Pour la biologie cellulaire, Delphine. Bonjour à tous, donc je suis Delphine Gann et je m'occupe du CE13 biologie cellulaire, biologie du développement et évolution. Alors, peut-être que Anna Navarrete est connectée pour le 15 ? Non ? Encore connectée. L'équipe neurosciences, on a deux comités neurosciences, Anthony Petit et Marco Battistan n'ont pas pu être présents, mais Catherine Heurtaud, qui est responsable scientifique, doit être présente. Oui, Catherine ? Peut-être qu'elle n'a pas accès à son micro. Et puis, alors j'ai oublié... Qui j'ai oublié Nadia, pour le comité 18, innovation biomédicale. Et Méric, pour le comité 52, qui va arriver, me dit-on. Peut-être que aussi Jérôme Guicheux, responsable scientifique, est connecté ou va se connecter. Voilà pour les présentations. Donc, j'espère que vous avez pu vous connecter. Il y a déjà quelques questions dans le chat. Alors, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de vous présenter les nouveautés. Si je peux avoir les diapos. De vous présenter les nouveautés pour 2026. Mais c'est surtout l'occasion de répondre à vos questions que vous pouvez avoir. Alors, pour initier un peu cette séance de questions-réponses, je vais vous faire une petite présentation de ces nouveautés et de quelques autres points. Alors, on va se focaliser aujourd'hui principalement sur l'appel à projet générique 2026, mais bon, on va avoir quelques informations aussi sur les autres appels. Alors, n'hésitez pas au cours de l'exposé déjà à rédiger vos questions. Alors, peut-être qu'on les prendra au fur et à mesure, en fonction des questions, et sinon, on les prendra à la fin. Alors, simplement, le contexte, l'appel à projet générique, comme vous le savez, est divisé en 57 axes thématiques. Donc, il y a les grands axes disciplinaires, 38 axes. Pour le département biologie, santé, on a essentiellement 11 axes dans ces domaines disciplinaires qu'on va voir par la suite. Et puis, on a des axes, dans les axes transverses, une seule santé, transformation numérique et technologie pour la santé. Alors, à chaque axe thématique correspond en fait un comité d'évaluation. Et donc, vous, lorsque vous déposez un projet, vous devez choisir un de ces axes
Donc, on a en général beaucoup de questions là-dessus. C'est comment choisir un axe. Donc, vous avez la description de ces axes qui sont décrits dans les documents qui sont publiés sur la page de l'ANR, appel à projet générique. Vous avez les liens ici. Hein, vous pouvez très facilement retrouver sur la page de l'ANR. Ce que je vais faire aujourd'hui, alors on ne va pas reprendre la description des axes un par un avec tout le texte, parce que ce serait beaucoup trop long pour biologie santé. Voilà, si on commence à décrire 13 axes, 10 minutes par axe, ça ferait tout de suite 2 heures de monologue. Donc, je ne vais pas faire ça aujourd'hui. Ce que je vais simplement vous signaler, c'est les différences par rapport au texte de l'année dernière. Donc, si vous avez déjà l'habitude de l'appel à projet générique et de la description de ces axes, vous allez simplement voir aujourd'hui en rouge dans mes diapositives quelles sont les différences. Et bien sûr, c'est pour vous inciter à aller regarder la description complète. Donc, d'une part, dans le plan d'action, hein, où il y a la description, et puis vous avez le lien sur la slide à événements.anr.fr où vous avez quelques slides aussi par axe pour vous décrire le contenu de l'axe et puis les résultats en termes de sélection, en termes de budget, par instrument, etc., et par axe. Alors déjà, voilà, le périmètre biologie santé, donc vous avez ces axes disciplinaires, la biochimie, la génétique, biocell, physiologie, je vais reprendre ça dans un moment. En rouge, vous voyez pour le comité 52 une petite modification, le comité médecine régénérative qui devient biologie et médecine régénérative. En fait, c'est pour refléter un peu plus les projets qui étaient évalués dans ce comité. On va voir ça dans un moment. Et puis, on va vous parler du comité maladies infectieuses, technologie pour la santé. Alors, voici. Donc, encore une fois, je n'ai pas repris la totalité des axes, simplement les modifications ou les points d'attention. Alors, sur cette première slide, vous avez pour les comités de biochimie, donc l'axe C1 et C2 qui correspondent au comité 44 et comité 11. Donc, pour le comité biochimie et chimie pour le vivant, il n'y a pas de modification majeure dans le périmètre de l'axe. On a simplement précisé que les projets peuvent bien sûr aborder une question biologique, mais aussi peuvent se situer en amont dans le développement de concepts ou d'outils originaux pour explorer, moduler ou mimer le vivant. Voilà, donc disons le cœur du projet, ça peut être une question biologique ou ça peut être le développement d'outils ou de concepts. Une autre précision, c'est que les projets à l'interface chimie-biologie qui sont orientés vers une application, un objet ou un virus scientifique relevant de la biologie sont à déposer dans Syntax. En revanche, lorsque c'est plutôt la question de chimie ou de chimie de synthèse qui est abordée dans le projet, à ce moment-là, ces projets doivent aller plutôt dans le comité de chimie moléculaire, dans l'axe B04. Pour le comité 11, globalement, très peu de modifications. On a simplement ajouté quelques précisions ou quelques mots-clés. Donc, dans ce comité de caractérisation des structures et relations structure-fonction des macromolécules biologiques, on a précisé qu'il pouvait y avoir association de techniques diverses, y compris en combinaison avec des données acquises au travers des techniques omiques, que ce soit de la génomique, la protéomique. Et au niveau des développements technologiques, on peut aussi avoir certains développements, mais pas très poussés, ici, dans ce comité, en intelligence artificielle, en modélisation mathématique, simulation numérique ou dynamique moléculaire. Un mot-clé qui a été ajouté, c'est sur les structures membranaires. Sur le comité de génétique, génomique et ARN, donc le comité 12, l'axe C3, alors là, le texte a été complètement réécrit. Mais pas de panique. Le périmètre est globalement le même. Hein. On retrouve tout ce qui est organisation, dynamique des génomes, tout ce qui est régulation, transcription, traduction, réplication, réparation. Donc, tout ce qui est épigénétique, génomique comparative, évolution des génomes, épigénétique, génétique des maladies complexes. Alors, ce qui a été rajouté ici, c'est l'application de l'intelligence artificielle et du machine learning à l'analyse des données omiques, que ce soit génomique, transcriptomique, prédiction et modélisation des interactions géniques et ARN protéines,
prédiction des effets des variants, approche de biologie des systèmes pour la modélisation de la régulation de l'expression génique. Voilà. Et en mots-clés, IA en génomique, intégration des données multi-omiques, génomique préventive. Donc, pour certains axes, on a précisé l'IA, machine learning, mais pour certains, ça n'a pas été précisé, mais bien sûr, ce n'est pas exclu. Alors, j'en profite aussi pour vous dire que si vous ne voyez pas votre mot-clé favori, ça ne veut pas dire que votre projet ne doit pas être exposé dans cet axe. Donc, on a essayé de choisir des mots-clés qui englobent voilà, beaucoup de choses, donc pas des mots-clés très pointus ou très précis. Donc, les mots-clés, c'est simplement une illustration des exemples. Mais voilà, si votre mot-clé n'est pas présent, votre projet peut quand même être déposé dans ces axes. Alors, pour la biologie cellulaire, biologie de développement, il n'y a pas de modification du texte. Il y a simplement 2 mots-clés qui ont été rajoutés ou précisés, on va dire, qui sont différenciation cellulaire, biologie cellulaire des cellules souches. Sur le comité 14, physiologie et physiopathologie. Alors, ici, je ne l'avais pas mis en rouge la première phrase parce que c'était déjà présent dans le texte de l'année dernière. C'est pour mentionner que les projets de neurophysiopathologie doivent être doivent être déposés dans l'axe 07, neurosciences moléculaires et cellulaires, neurobiologie du développement, ou dans l'axe neurosciences intégratives ou cognitives. Donc, je répète, les projets de neurophysiopathologie ne doivent pas être déposés dans le comité 14, mais doivent être déposés dans le comité donc 16 ou 37, les axes de neurosciences. Donc l'année dernière, on avait déjà cette modification de périmètre, qui n'a pas été trop suivie, hein, Vincent, moyennement, on va dire. Mais bon, cette année, je pense que le comité 14 sera plus vigilant, et donc si votre projet concerne principalement un aspect neurobiologique, si vous le soumettez dans le comité 14, il a de fortes chances d'être déclaré hors périmètre, donc inéligible au comité 14. Et donc les mots-clés qui ont été rajoutés, c'est immuno-inflammation, endocrinologie. Pour le comité 15, immunologie, infectiologie et inflammation, quelques précisions sur la caractérisation des acteurs moléculaires et cellulaires impliqués dans les défenses des organismes et les réactions inflammatoires, y compris dans les déficits immunitaires. Et on a rajouté les maladies inflammatoires chroniques, auto-immunes et auto-inflammatoires, l'hypersensibilité, la transplantation d'organes et de cellules à tous les âges de la vie, et l'étude des interactions du système immunitaire dans les autres grands systèmes digestifs, nerveux, cardio-respiratoires, dans des situations homéostasiques, pathologiques et dans les suites d'une inflammation d'origine infectieuse ou non. Les mots-clés rajoutés, interaction, hôte, greffon. Je passe vite, hein, mais c'est simplement pour vous indiquer les modifications et vous inciter à aller regarder les textes complets. Sur les 2 comités neurosciences, donc l'axe C7, C8, comité 16 et 37, quelques ajouts de mots-clés, principalement interaction corps-cerveau, neuroendocrine, douleur, vieillissement pour le comité 16, et système sensorimoteur, neurodéveloppement, neurosciences sociales et affectives, relations organes-cerveau dans le comité 37. Donc sur le comité 16, voilà, tout ce qui est interaction corps-cerveau a été rajouté, les régulations neuroendocrines, l'axe organes-cerveau dans la description de l'axe. Et puis pour le comité 37, la même chose, les relations organes-cerveau, les mécanismes et les déterminants biologiques, cognitifs, environnementaux et sociaux des comportements et de l'apprentissage, du vieillissement cérébral. Dans cet axe, donc, on considère l'ensemble des modèles d'études in vitro, in vivo et les modèles computationnels. Alors, si vous avez simplement du développement technologique dépourvu d'une mention intégrative ou cognitive, à ce moment-là, il faut plutôt déposer dans le comité technologie pour la santé, l'axe H13. Comité 17, recherche translationnelle en santé, pas de modification. Voilà, c'est simple.
Comité 18, innovation biomédicale. Une petite précision sur les modèles. Donc, avant, il était indiqué les modèles animaux pertinents pour l'évaluation biologique. On a rajouté et alternatives, donc tout ce qui est les modèles alternatifs voilà, à l'expérimentation animale, donc les modèles animaux et alternatifs. Et on a rajouté nanotechnologie qui, je crois, remplace nanomédecine. Pour le comité 52, donc on a précisé biologie et médecine régénérative, parce que ce comité n'est pas seulement dédié aux projets appliqués en médecine. Et on a rajouté les tissus ou organes artificiels, xénogéniques ou chimériques. Tous les projets ayant pour objectif de mettre au point des organes artificiels à visée thérapeutique et leur intégration dans l'organe. Comité 35, maladies infectieuses et environnement, il y a une précision qui a été rajoutée, ici en rouge, le rôle de la société civile et des organisations communautaires, à la fois dans la surveillance, la détection des cas et dans les référencements vers les systèmes de santé. Les recherches fondamentales sur les agents pathogènes, zoonotiques ou non, sont soutenues dans cet axe. Et on a également ajouté les mots-clés intelligence artificielle et prion. Et enfin, pour le comité 19, axe H13, pas de modification de l'axe. Et on a mis le mot-clé numérique en santé qui remplace e-santé. Voilà. Voilà, donc on a fait voilà, une description très rapide des axes, hein, surtout des modifications. Je ne sais pas s'il y a sans doute des questions, mais on va peut-être les prendre un peu. On a répondu au fur et à mesure dans le chat. D'accord, ok. Alors, comme les années précédentes, point de vigilance sur les thématiques qui ne sont pas éligibles à la APG. Alors là, il n'y a pas de modification, hein, c'est toujours les mêmes, c'est toujours le cancer, le VIH, les recherches sur les hépatites, tuberculose et la recherche clinique. Donc, en effet, vos projets... alors, pour les instruments PRC et PRME, donc PRC, projet de recherche collaboratif, et projet de recherche mono-équipe, sur le cancer, le VIH, tuberculose et les hépatites, doivent être soumis soit à l'INCa ou aux appels de... Alors, d'ailleurs, j'aurais dû changer sur la slide IT cancer, au lieu de ITMO cancer, et à l'ANRS MIE. Par contre, si vous avez un projet dont la thématique est le cancer avec des instruments PRCE ou PRCI ou JC, jeune chercheur, à ce moment-là, vous pouvez déposer à l'ANR. Alors, tous les ans, on a, pour vous donner une idée, on a quand même une trentaine de projets qui sont rendus inéligibles à la première étape, parce que ce sont des projets qui, typiquement, peuvent être déposés soit à PL Bio ou à un des appels de l'appel à projet générique de la NRS MIE. Donc, ça concerne voilà, une trentaine de projets tous les ans. L'appel à projet générique n'a pas non plus vocation à soutenir des projets de recherche clinique. Donc, tous les projets de recherche, les projets de recherche clinique doivent être déposés à un instrument PHRC de la DGOS. Donc voilà, à l'appel à projet générique, on a plutôt tout ce qui est en amont de la recherche clinique. Alors, quelques mots sur la demande de cofinancement DGOS de certains projets. Alors en fait, peut-être que vous connaissez le programme PRTS, donc Projet de recherche translationnelle en santé de la DGOS. Donc ce programme PRTS correspond en fait au cofinancement DGOS. Alors qu'est-ce que c'est que ce cofinancement? Si vous avez un projet de recherche collaboratif du type PRC ou PRCE, de recherche translationnelle, dans ce projet, vous avez un établissement de santé. À ce moment-là, l'établissement de santé peut demander à être financé par la DGOS au lieu d'être financé par l'ANR. Donc, ce n'est pas un financement en plus, hein, c'est à la place. Donc, l'établissement de santé, au sein des projets PRC et PRCE, peut demander à être financé par la DGOS
à la place de l'ANR. Donc ça peut avoir certains avantages, notamment sur l'éligibilité des dépenses, qui est différente entre ANR et DGOS. Alors tous les axes du périmètre biologie santé sont concernés. Donc encore une fois, je répète, il faut que ce soit des projets de recherche translationnels qui incluent un établissement de santé. Donc à la première étape, vous avez une petite case à cocher, cofinancement DGOS. Alors si vous oubliez de cocher la case, on peut vous rattraper entre l'étape 1 et l'étape 2, mais c'est quand même préférable de se déclarer dès la première étape. Alors si vous êtes intéressé par ce cofinancement DGOS, donc il y a une annexe spécifique, vous avez le lien ici, vous pouvez la retrouver facilement sur la page de l'appel à projet générique 2026. Donc bien lire cette annexe, et je pense que dans l'annexe, il y a les coordonnées de Salomé, qui est à ma gauche, là, qui peut aussi répondre à toutes vos questions sur ce cofinancement. Alors, quelques mots sur les priorités de l'État en 2026. Alors, comment ça marche, ces priorités? Donc, sur le budget d'intervention de l'ANR, on réserve une certaine somme d'argent pour ces priorités. Et donc, l'annonce de ces priorités a plusieurs effets. Donc, d'une part, en général, vous êtes plus nombreux à déposer des projets qui correspondent à ces priorités. Donc, s'il y a plus de projets déposés, on en finance plus sur les listes principales. Et puis, les financements qui ont été réservés donc, sur notre budget d'intervention permettent de financer des projets en plus de projets qui étaient à l'origine sur les listes complémentaires. Donc voilà, si vous avez des projets sur ces priorités et que votre projet n'a pas été classé en liste principale mais est classé en liste complémentaire, eh bien, vous pouvez avoir une chance supplémentaire d'être financé. Alors pour la biologie santé, je les ai mis en rouge ici, les principales priorités où d'habitude on a des projets, donc tout ce qui est intelligence artificielle, donc il faut vraiment une composante IA importante. Donc en 2025, de mémoire, on a eu un projet financé dans le comité 19, technologie pour la santé, et un autre dans le comité 12 de génétique. Mais il faut vraiment une composante IA importante avec une équipe, un partenaire en IA. Sciences humaines et sociales, aux interfaces, technologie quantique, en général, il n'y a pas trop de projets de biologie santé. Ensuite, on a une priorité qui est reconduite. On a simplement modifié. L'année dernière, c'était autisme au sein des troubles du neurodéveloppement. Maintenant, c'est simplement troubles du neurodéveloppement. Donc, vous avez ici la liste des axes qui sont concernés. Donc, c'est toutes les recherches fondamentales et translationnelles de l'ensemble des troubles du neurodéveloppement, à l'exception du financement de cohorte. Et tous les instruments sont éligibles. On a aussi reconduit une priorité sur les maladies rares qui est en lien en fait avec le plan national sur les maladies rares, donc le PNMR4. Donc ici, on a recentré un peu cette priorité sur les preuves de concept thérapeutiques dans les maladies rares. Donc je vous invite aussi à regarder la description alors dans notre plan d'action, mais aussi d'aller voir le PNMR4, puisque cette priorité vient directement du PNMR4. Et une nouvelle priorité cette année en santé mentale, donc qui est aussi en articulation avec la grande cause nationale. Donc ça peut être des projets sur la dépression, les addictions, schizophrénie, psychiatrie, troubles bipolaires, psychotiques, les TOC, stress post-traumatique, troubles anxieux, anorexie mentale. Et donc, il faut que ce soit des projets qui soient en complémentarité avec le PR PropSy, qui s'intéresse donc à la psychiatrie de précision. Alors, je ne l'ai pas mis en rouge, la dernière priorité sur l'exploitation scientifique des données générées par les infrastructures de recherche, ou les organismes scientifiques internationaux, OSI. Alors, après, tous les axes sont concernés, donc les axes de biologie santé aussi. Mais ici, on parle bien de l'exploitation scientifique de données qui sont déjà générées et pas de données qui vont être générées pendant le projet. Alors, c'est vrai qu'en général, les projets de biologie santé, ce sont ceux-là qui cochent le plus souvent une infrastructure de recherche lorsque vous déposez votre projet. Mais voilà, si vous générez des données à Soleil, par exemple, pendant votre projet, ben, vous n'êtes pas éligible à ces priorités.
de l'État, puisque vous allez générer des données pendant le projet. Ici, c'est l'exploitation de données scientifiques qui sont déjà générées. Alors, je ne sais pas s'il y a des... On continue, peut-être, on prend les questions après? En fait, les questions, enfin, ils répondent au fur et à mesure. D'accord. Pour l'instant, il n'y a pas de questions. Alors, je voulais vous donner quelques informations sur les instruments de financement. Donc, globalement, il n'y a pas d'évolution sur les jeunes chercheurs, les PRME, les PRC, les PRCI. Il y a une évolution sur les PRCE qu'on va voir sur la slide suivante. Et puis, il y a deux nouveaux dispositifs qui sont les jetons MRSEI et ce qu'on appelle PRCJC. Et je vais vous expliquer aussi de quoi il s'agit. Alors, sur les PRCE, donc, encore une fois, sur le but, les objectifs du PRCE, il n'y a pas de modification. C'est toujours le même instrument. La seule nouveauté, c'est que maintenant, le projet n'est plus évalué en étape 1, mais le projet complet doit être directement déposé en étape 2. Alors, pour pouvoir déposer le projet complet en étape 2, il faut s'enregistrer en étape 1. Donc, l'enregistrement, ça va consister en quoi? Donc, ça va être un peu comme pour les PRCI, donc un acronyme, il faut absolument un coordinateur. Si vous n'avez pas tous les partenaires, si vous n'avez pas la société commerciale, donc l'entreprise commerciale, vous pouvez la rajouter plus tard. Si vous avez déjà un résumé, ben c'est mieux parce que nous, ça nous facilite le travail aussi pour préparer l'étape 2. Est-ce qu'on a un bon comité avec les experts, l'expertise qu'il faut? Mais bon, si vous n'avez pas les détails, vous mettez ce que vous pouvez mettre. Pareil, il faudrait un budget indicatif, mais vous pouvez le changer entre l'enregistrement et le dépôt en étape 2. Voilà, donc le but de ces PRCE, c'est d'avoir un cycle plus court de l'évaluation, puisque vous allez déposer en mars-avril et vous aurez le résultat en juillet. Donc ça peut être intéressant pour certaines entreprises, voilà, pour aller plus vite ou pour se décider plus rapidement, de simplement voilà, dire au mois de février-mars, on va écrire un projet ensemble et on va avoir l'argent versé dès l'été ou dès l'automne. Alors attention quand même, si vous vous inscrivez pour un PRCE à l'étape 1 et que ça fait partie de vos 3 projets que vous avez déposés, donc vous déposez un PRCE en tant que coordinateur et vous êtes partenaire dans 2 autres projets par exemple, donc vous avez le droit à 3 dépôts, et qu'au mois de février, vous n'avez pas trouvé d'entreprise, donc vous dites, ben, tant pis, je vais le déposer en tant que PRC, donc ça, vous ne pouvez pas. Si vous avez dit que vous allez déposer un PRCE, que vous avez enregistré un PRCE en étape 1, ça doit être un PRCE avec une entreprise qui corresponde aux critères du PRCE. Il faut déposer ce projet en étape 2. Vous ne pouvez pas changer d'instrument, vous ne pouvez pas changer de coordinateur entre l'étape 1 et l'étape 2. Alors, sur les PRCI, puisque aussi ça fait partie des 3 dépôts que vous pouvez déposer, enfin, vos 3 participations pour l'appel à projet générique 2026. Je vous ai indiqué ici en rouge les accords que l'on a avec les agences qui concernent la biologie santé. Alors, il y a 3 types de PRCI. Alors, il y a le premier type où l'agence étrangère va être lead agency. Ça veut dire que c'est l'agence étrangère qui, en 2026, va faire l'évaluation de votre projet. Donc, ça va concerner cette année, en 2026, donc l'Allemagne avec la DFG, l'Autriche avec WWF, les États-Unis, NSF, et la Suisse avec le FNS. Donc, dans ce cas-là, il n'y a pas d'enregistrement requis en étape 1. Vous allez aller voir l'annexe spécifique de cette collaboration qui va vous dire quand est-ce que vous allez déposer donc le projet complet à l'agence étrangère, et puis il faudra quand même déposer le projet aussi auprès de l'ANR, mais vous aurez tout le détail dans l'annexe. Alors, pour la DFG, l'Allemagne, donc tous les champs disciplinaires sont concernés, tous les axes de biologie santé. Même chose pour l'Autriche, FWF.
Pour les États-Unis, alors j'ai la réponse depuis hier, donc on va mettre à jour la slide courant de semaine prochaine. Pour la NSF, en fait, on va reprendre le thème qui était déjà le thème d'il y a 2 ans, donc physique du vivant, ou en anglais Physics from Molecule to Cells. Et les axes concernés, ça va être l'axe comité 11, donc le thème C2, caractérisation des structures-fonctions. Le comité 12, génétique, génomique et ARN. Le comité 13, de biologie cellulaire. Le comité 15, d'immunologie, infectiologie. Et le comité 16, de neurosciences moléculaires et cellulaires. Voilà, donc pour la NSF, c'est ces différents thèmes qui sont, axes qui sont concernés. Attention tout de même pour la NSF, la collaboration est avec la division de physique de la NSF. Donc ça veut dire qu'il faut un bon équilibre entre biologie et physique, physicien. Et comme c'est la NSF, cette division de physique qui va faire l'évaluation l'année prochaine, donc je vous encourage fortement à ce que votre collaborateur américain prenne contact avec la NSF pour voir effectivement si le financement de son équipe aux États-Unis par cette division de physique est possible. Pour la Suisse, donc il n'y a pas de thème, tous les axes sont concernés. Deuxième type de collaboration PRCI, où l'ANR est lead agency. Donc dans ce cas-là, vous devez enregistrer en étape 1, comme pour les autres instruments. Et donc, on a le Brésil pour la biologie santé, avec les axes qui sont indiqués ici, C6 à C8, et puis H3, H4, H14. Et on a la collaboration avec le Luxembourg, FNR, où là, tous les champs disciplinaires sont inclus. Et ensuite, on a le dernier type de PRCI, hors lead agency, c'est-à-dire que les projets sont évalués à la fois par l'ANR et par les agences étrangères, donc ici Hong Kong et Taïwan. Et donc là, tous les champs disciplinaires de biologie santé sont éligibles. Alors, j'ai rementionné ici en rouge, hein, ce qui est quelque chose d'important, de bien consulter les annexes spécifiques à chaque accord, puisqu'il peut y avoir des conditions particulières ou des timings, les deadlines de dépôt sont différents d'une agence à l'autre. Donc bien regarder les annexes qui sont disponibles ou qui vont être disponibles très rapidement, courant semaine prochaine, pour ces différents accords PRCI. Alors, une petite nouveauté aussi qui va venir courant 2026 sur ce qu'on appelle le jeton MRSEI. Donc, peut-être que vous connaissez déjà l'instrument MRSEI, c'est une action, une initiative qui vous donne une petite aide de 30 kg € pour vous aider à monter un projet européen pour candidater à un appel européen ou international. Alors, il faut déjà, en général, avoir identifié l'appel européen ou international auquel vous candidatez. Et si vous êtes, voilà, si vous voulez prendre la coordination de cet appel européen, à ce moment-là, on peut vous donner, c'est une aide forfaitaire de 30 kg € pour vous aider à monter ce projet. Donc, à partir de 2026, si vous avez été coordinateur ou responsable scientifique d'un laboratoire français d'un projet PRCI, vous pourrez demander cette aide forfaitaire de 30 kg € et vous serez accompagné par l'ANR et puis par l'équipe des points de contact nationaux, des PCN, pour déposer votre projet à un appel européen et international. Donc voilà, donc, les modalités seront précisées d'ici la fin de l'année, début 2026, pour voir comment est-ce qu'on peut demander cette aide de 30 kg €. Donc ça va constituer le jeton MRSEI pour les projets PRCI qui sont en cours ou les prochains projets PRCI. C'est un peu la même idée sur l'initiative PRC-JC-JC. Donc l'idée ici, c'est d'aider, d'accompagner des coordinateurs, coordinatrices de projets JC qui voudraient déposer un projet à l'ERC
Et donc, pendant les 2 dernières années de votre projet JC ou pendant la première année, après la fin du projet JC, vous pourrez demander aussi une aide forfaitaire de 75 kg pour vous préparer à ce dépôt de projet ERC. Et donc, le livrable, qu'est-ce qui sera attendu? Ce sera une attestation de dépôt à l'ERC. Donc là aussi, plus de précision d'ici la fin de l'année ou début 2026 pour demander cette aide de 75 kg. Alors, voilà, les recommandations pour le choix du comité, parce que j'ai vu dans le chat déjà plusieurs questions qui concernaient le choix du comité. Alors déjà, le choix de l'axe, hein, ou le choix du comité, c'est votre décision parce que c'est un élément d'évaluation de l'étape 1. Donc, le comité regarde est-ce qu'il y a une bonne adéquation entre la thématique du projet voilà, que vous déposez et la thématique de l'axe que vous avez choisi. Donc voilà, si vous nous demandez notre avis sur voilà, est-ce que je dois déposer dans le comité 11, dans le comité 12, on ne va pas pouvoir vous dire ouais, c'est plutôt du 11 ou c'est plutôt du 12. Donc on va pouvoir vous réexpliquer quel est le périmètre de ces axes, mais voilà, la décision finale, c'est votre décision de choisir un axe plutôt qu'un autre. Donc c'est pour ça qu'il faut bien relire les différents textes. Alors, vous pouvez aussi regarder les membres de comité des années précédentes. Donc ici, on vous a mis le lien vers la liste des comités 2025. Sachant que quand même, les comités sont renouvelés d'à peu près un tiers tous les ans, voire un peu plus. Et aussi que la composition des comités est adaptée tous les ans aux thématiques que l'on reçoit dans les comités. Donc voilà, si jamais vous voyez personne dans le comité qui correspond à votre thématique, mais ou dans aucun comité vous voyez des gens connus par rapport à votre thématique, mais si on reçoit beaucoup de projets sur cette thématique, bon, ben, on adaptera des membres spécifiquement pour ces nouvelles thématiques. Et puis aussi, vous pouvez vous inspirer ou regarder quels sont les projets sélectionnés les années précédentes. Alors, qu'est-ce que j'ai rajouté? Le choix du comité dans lequel le projet sera évalué, donc c'est réalisé par vous, coordinateurs, avec vos collaborateurs, bien sûr, lors de la soumission en étape 1 ou lors de l'enregistrement pour les instruments PRCE et PRCI, et on ne peut pas changer de comité entre l'étape 1 et l'étape 2. Alors, pour conclure, j'ai quelques slides sur les autres appels à projets. Alors, au département biologie santé, on est aussi impliqué dans les partnerships européens. Donc, il va y avoir un webinaire d'information sur les différents appels. En général, ce webinaire a lieu en décembre. Bon, la date n'est pas encore fixée aujourd'hui, mais je vous invite à regarder régulièrement sur le site de l'ANR pour avoir ce webinaire. Alors, à la différence de l'AAPG où globalement on accepte tout type de projet sur toutes les thématiques, bon, sauf cancer, VIH, tuberculose. Ici, pour les appels qui sont dans le cadre de partnership européen, c'est un peu différent puisque tous les ans, c'est une thématique différente ou un sujet différent. Voilà, un sujet différent. Donc, il faut bien se renseigner tous les ans sur quelle est la thématique de l'appel à projet. Mais voilà, en 2026, on aura au moins un appel sur le partnership THS, donc transformation des systèmes de soins. On aura aussi au moins un appel en médecine personnalisée. Il y aura 2 appels sur le nouveau partnership Brain Health qui reprennent, voilà, si vous aviez l'habitude du GPND ou des appels neurones, maintenant, ce sera le partnership Brain Health. Il devrait y avoir aussi un appel en neurosciences computationnelles. Il y aura aussi un appel sur le nouveau partnership One Health AMR, donc sur l'antibiorésistance.
un appel sur les maladies rares, le partnership RDRA, et puis un appel ERA4Health, dont la thématique est à préciser. Alors, vous pouvez candidater à ces appels en plus des 3 participations à la APG. Voilà, si vous déposez un projet dans le cadre de ces partnerships, ça ne compte pas dans les 3 participations de la APG. Et puis les autres actions que j'ai signalées ici, mais là, il y a des webinaires qui sont vraiment spécifiques sur ces différentes actions, donc je vous invite à aller voir les retransmissions, les enregistrements des webinaires, puis les présentations PowerPoint qui sont disponibles. Donc il y a le tremplin ERC pour les candidats à l'ERC qui n'ont pas été financés, mais qui sont notés A, donc ils peuvent avoir un financement pour recandidater. L'accès ERC où la biologie n'est pas concernée, c'est spécifiquement sur les SHS, qui a quand même bien marché, puisque en 2025, quasiment la moitié des succès à l'ERC dans la thématique SHS ont auparavant obtenu l'accès ERC. MRSEI, on en a parlé, montage des réseaux scientifiques européens ou internationaux. SRSEI, c'est une variante de MRSEI lorsque les appels sont en 2 étapes pour vous aider à préparer la deuxième étape. Et puis, tout ce qui est les appels partenariats public-privé, dont l'APCOM et Chaire industrielle, où là, je vous incite à déposer des projets dans ces 2 instruments, puisque il y a une volonté quand même d'augmenter le nombre de projets financés en LabCom et en Chaire industrielle. Les taux de succès sont... Alors, bien sûr, plus il y a de dépôts, le taux de succès va plutôt avoir tendance à diminuer. Mais sur les années précédentes, les taux de succès LabCom et Chaire industrielle, c'est, on va dire, entre 40 à 60%. Donc, c'est quand même des taux de succès qui sont très élevés. Et voilà ma dernière slide, simplement pour vous dire de consulter le site de l'ANR, puisqu'il y a toutes les infos sur notre site, de consulter aussi et de vous inscrire au portail national commun des appels à projets, puisque là, vous pouvez mettre des alertes sur des thématiques qui vous intéressent et puis recevoir une alerte chaque fois qu'un appel à projet est disponible. Et puis, inscrivez-vous à notre newsletter pour avoir les dernières informations. Voilà, je pense avoir fini cette présentation. Et donc, je ne sais pas s'il y a moyen de voir les intervenants ou de... On va maintenant répondre à vos questions. Alors, on ne peut pas vous donner la parole parce que le système utilisé ne permet pas d'activer votre micro. Donc, vous êtes obligé de passer par le chat pour poser vos questions. Alors, qui commence? En fait, les questions ont été répondues au fur et à mesure par les CPS qui sont distanciels. Il y a une seule question qui n'a pas encore eu de réponse. Okay. Donc, un projet sur le Smart Home pour le bien-être des personnes âgées est-il éligible à la APG 2026 et de quel axe il relève, H13 ou E02? Alors, je me tourne vers Thibaut, peut-être technologie pour la santé. Est-ce qu'on peut répéter la question? C'est l'utilisation de smartphones pour les personnes âgées. Le Smart Home. Si c'est pour la santé, oui. Après, on ne peut pas répondre directement, il faut voir le contenu du projet, on ne peut pas s'engager comme ça. En plus, c'est un critère d'évaluation. Vaut mieux que le coordinateur se retourne vers le texte du comité du plan d'action. Et puis la liste des projets financés l'année dernière. Et aussi la liste des membres de comité éventuellement des années précédentes. C'était tout. Je crois que tu as été très clair. J'ai dû être très clair. Souvent, les questions mettent du temps à venir, donc prenez votre temps. Donc, tous les webinaires vont être mis en ligne, de toute façon. Donc, vous pourrez revoir éventuellement, ou les personnes qui n'ont pas pu se connecter pourront revoir ces webinaires. Encore une fois, vous avez aussi une description en 5-6 planches PowerPoint. C'est sur la même page des webinaires. Vous
pour description des axes. Où là, vous avez des informations intéressantes aussi quand même sur les budgets, parce qu'on a aussi souvent des questions sur voilà, quel budget je peux demander. Il peut y avoir des petites différences d'une thématique à l'autre, donc vous avez les budgets moyens par axe et par instrument. Donc voilà, si vous demandez 3 millions d'euros pour un PRC, honnêtement, vous avez peu de chances d'être financé à cette hauteur-là, quoi. Mais tous les ans, encore en 2025, on a financé des projets à un peu plus d'1 million d'euros dans différents, chez toi, je pense, en recherche transactionnelle, de mémoire. On peut avoir des JC à 400 000, 500 000, 600 000 euros. Ça, voilà, si c'est justifié par rapport au projet, il n'y a pas de souci. La justification est très très importante du budget. On voit encore quand même trop souvent dans les projets très peu de justification. Voilà, on veut 3 postdocs, mais on ne sait pas trop pourquoi 3 postdocs. Voilà, comment le travail, comment les WA packages vont être distribués sur les postdocs. Donc la justification, disons, plus le budget est important, plus la justification va être importante. Ok, ouais, il y a des questions qui arrivent. Faut-il nécessairement changer d'acronyme si on n'utilise pas l'effet mémoire? Non, enfin, voilà. Vous avez, oui, j'en ai pas du tout parlé sur l'effet mémoire. Vous pouvez utiliser le même acronyme. De toute façon, ça arrive tous les ans qu'on ait 2 projets avec le même acronyme ou des acronymes qui reviennent tous les ans. Donc, il n'y a pas de lien entre l'acronyme. Voilà. Si vous voulez l'effet mémoire, il faut garder l'acronyme. Non, en fait, vous si pouvez vous voulez pas l'effet mémoire, vous pouvez utiliser le même acronyme ou non, ça c'est à vous de choisir. Par contre, il faut que le titre ce soit le même pour que vous soyez éligible à l'effet mémoire. Et il faut que ce soit le même instrument et le même coordinateur ou la coordinatrice et un consortium équivalent. Donc c'est ça les critères d'éligibilité pour l'effet mémoire. Mais l'acronyme, ça peut être le même ou non. si vous ne voulez pas l'effet mémoire, vous pouvez quand même garder le même acronyme. Oui, et c'est vraiment lors du dépôt que vous aurez à cocher une case si vous voulez bénéficier de l'effet mémoire ou non. L'ANR prend-elle encore en charge les frais de publication APC élevés des journaux OA ou hybrides? Peut-on les inclure dans les budgets? Alors, les APC dans les journaux hybrides, ce n'est pas une dépense éligible. Les APC dans les journaux avec des accords transformants ou transformatifs, ça, c'est éligible, mais pas dans les journaux hybrides. Ce qu'on va faire dans le chat, c'est qu'on va vous donner le lien Sciences ouvertes de la page de l'ANR. Vous avez notamment une FAQ et il y a beaucoup d'informations là-dessus. Et vous avez aussi une adresse email de l'ANR où en fait on a un département qui gère la science ouverte. Vous pouvez leur écrire aussi si vous avez des questions. Le cofinancement des GOS peut-il être un point de vulnérabilité d'un projet? Alors, Salomé. Non, pas du tout. C'est pas un point de vulnérabilité. Et d'ailleurs, l'évaluation des projets est réalisée entièrement par les comités ANR et la demande de cofinancement des GOS n'est pas prise en compte pour l'évaluation des projets. Ouais, j'ai oublié de le dire pendant la présentation, mais pour les membres de comité ou pour les experts extérieurs, c'est complètement transparent. Il n'y a pas d'évaluation spécifique des GOS qui est ajoutée à l'évaluation ANR. Point important. Okay. Un projet qui combinerait le... Oula. Mon ordi s'est éteint. Un projet qui combinerait le suivi d'une thérapie génique innovante, Casgevy AMM France 24 CRISPR-Cas9 pour les hémoglobinopathies, avec une partie clinique, plus une partie recherche avec le développement d'outils innovants de biologie, afin d'être plus exhaustif que ce qui est effectué dans l'essai clinique Princeps. Est-ce un axe translationnel? Il faudrait voir le projet exactement. Là, c'est très pointu. Donc, il ne faut pas que ce soit un projet de recherche clinique. Voilà. Si c'est une étude associée à une recherche clinique, oui, ça c'est bon.
Ça ressemble à de la recherche transactionnelle, mais après, il faudrait voir le détail, quoi. Doit-on justifier le budget avec ce niveau de détail dès l'étape 1? Non. Le budget n'est pas un critère d'évaluation à l'étape 1. Donc, ça sera à faire à l'étape 2. Concernant l'axe H3, les projets déposés relèveront d'approches intégrées, pluri- et interdisciplinaires associant des disciplines des sciences de l'écologie et de l'environnement, de biologie santé et des sciences humaines et sociales. Je ne comprends pas s'il faut forcément des sciences sociales ou pas, par exemple environnement plus biologie seulement. Alors, je ne sais pas si Ingrid est connectée. Non, Ingrid n'est pas connectée. Non, c'est pas obligatoire d'avoir des sciences sociales. Alors, c'est un comité où il y a beaucoup de projets One Health, mais tous les projets qui sont soumis donc, au comité 35 H03 ne sont pas des projets One Health. Voilà, donc il suffit que le projet concerne un des thèmes qui est mentionné dans l'axe H03 et ça sera éligible. Ingrid a répondu dans le chat. L'aspect environnement n'est pas un prérequis. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Que veut dire consortium équivalent pour l'effet mémoire? Pour répondre à un point faible, nous sommes obligés d'élargir le consortium à une autre équipe. Le reste du consortium sera identique. L'effet mémoire fonctionnera-t-il dans ce cas? Qui veut répondre? Oui, c'est totalement éligible dans la mesure où c'était une recommandation qui avait été faite et une amélioration du projet. Donc, ça rentre vraiment bien dans le terme équivalent consortium qui a été amélioré. D'ailleurs, bon, petit conseil, quand vous faites une resoumission, alors normalement, il n'y a pas de recommandation dans les rapports qu'on vous envoie. Les comités, normalement, ne doivent pas faire de recommandations. Mais voilà, vous dire des points à améliorer, etc. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous resoumettez, de répondre un peu au comité, même si le comité évolue, et que ce n'est pas forcément les mêmes personnes qui vont relire vos propositions. Ça permet quand même de voir que le projet a déjà été évalué, qu'on vous avez déjà fait des critiques, que vous en avez tenu compte, etc. En général, resoumettre 2 fois de suite, voire 3 fois, voire 4 fois de suite le même projet avec 0 modification, c'est pas très positif. Donc voilà, n'hésitez pas à faire évoluer votre projet en fonction des commentaires que vous avez reçus et de l'écrire, voilà, que votre projet a évolué parce qu'on vous a fait cette critique et donc voilà, vous en avez tenu compte. Est-ce qu'une équipe de grande taille est préférable pour un PRME ou ce n'est pas un critère d'évaluation? Alors, il y a un minimum. Peut-être qui veut répondre? Je ne sais pas qui est en ligne, qui veut répondre. Sinon, je vais le faire. Sur le minimum équivalent temps plein, donc personne. Moi, je ne vois pas qui est en ligne, donc n'hésitez pas à intervenir. 1,5 équivalent temps plein recherche. Donc ça, c'est le minimum. Une implication 40% du coordinateur. Voilà. Il faut qu'il y ait toutes les compétences dans l'équipe. Voilà, il faut qu'il y ait toutes les compétences. Il faut que si vous avez une grosse équipe, ça veut dire que ça va être un énorme projet. Donc voilà, il faut plutôt adapter la composition de l'équipe qui participe au PRME aux objectifs du projet et aux tâches qui vont être réalisées pendant le projet. Ça ne sert à rien de mettre toute l'équipe, les 20 personnes de l'équipe, pour un projet de 3 ans où finalement il va y avoir 4 personnes impliquées. Les projets de recherche fondamentale concernant des pathogènes zoonotiques, si l'étude fondamentale concerne le volet humain, doivent-ils être déposés dans l'axe H3, comité 35?
Ingrid, Elle a répondu entre-temps. Ingrid n'a pas Oui. accès au micro, Vincent? Elle a répondu oui, mais je ne sais pas quoi. Parce qu'il y en a deux en fait. Non, bon, voilà. C'est pareil, il faut le détail du projet. Oui, il faut voir le détail du projet. Mais bon, Ingrid, qui est chargée de projet scientifique sur ce comité H03, a répondu dans le chat voilà, que ça peut correspondre. Mais peut-être qu'elle a répondu oui à la deuxième question. Non, mais a priori, oui, ça peut coller. Ok, encore. Alors, dans le cadre d'un PRCE, lors du dépôt en étape 1, vous avez mentionné qu'il n'est pas nécessaire d'identifier un industriel. Il peut être ajouté en étape 2. Le reste du consortium peut-il évoluer entre l'étape 1 et 2? Oui. Oui, c'est un enregistrement, donc le coordinateur ne peut pas évoluer, ça c'est sûr. Après, voilà, vu qu'on ne vous demande pas les 4 pages de projet, que ça ne va pas être évalué par le comité, ça ne va pas être du tout regardé par le comité qui se réunit au mois de janvier. Donc ça peut évoluer entre l'étape 1 et l'étape 2. Voilà, si vous pouvez quand même indiquer la thématique ou si vous avez un résumé, même s'il n'est pas définitif, c'est vrai que pour nous, ANR, ça va nous simplifier la tâche parce qu'on va voir est-ce que ce projet qu'on va recevoir en étape 2, est-ce qu'on correspond à des compétences qu'on a au sein du comité ou est-ce qu'il faut prévoir de recruter des membres de comité supplémentaires parce qu'on va avoir des projets différents au niveau thématique qui vont arriver en étape 2. Voilà. Nous, en interne, ça va nous faciliter la tâche hein, pour tout vous dire, mais ce n'est pas une obligation. Donc, vous mettez les infos que vous avez à l'enregistrement et puis vous finaliserez en étape 2. Alors, il y a une question sur les PRME, mais alors il dit, est-il possible de déposer un projet si l'équipe a déjà un financement PRME et dans le cas où l'investigateur, je pense le coordinateur est différent? Alors, sur les PRME, il y a une règle il faut reprendre le plan d'action. Mais je pense que c'est pour un PRME en cours, donc pour la même équipe, non. Alors, non, si c'est la même équipe, on peut avoir qu'un seul PRME en même temps. C'est ça la question? C'est la même équipe, mais pas le même coordinateur. Ouais, c'est ça. Je ne sais pas ce qui est sous-entendu par équipe. Est-ce que c'est unité? Oui, mais équipe, non. Alors, donc le coordinateur ne peut être coordinateur d'un PRME qu'une seule fois, enfin pendant toute la durée du PRME. Comme il faut justifier l'implication des personnes dont vous allez mettre, il y a une annexe, hein, voilà, telle personne va être impliquée à 100% dans le PRME. Donc si cette personne est à 100% dans un PRME, elle ne peut pas être impliquée dans un autre PRME, parce qu'elle est déjà à 100% sur un autre PRME. Si elle est qu'à 40% dans le PRME, et que au sein du laboratoire, il y a un autre PRME qui est déposé et que la même personne, parce que si, je sais pas, c'est un ingénieur de recherche, par exemple, qui a des compétences, ben, il peut être impliqué dans les deux PRME si ça ne dépasse pas son 100% d'implication. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Très bien. Oui, j'ai répondu. Ça, je ne sais pas si on la reprend. Parce que des fois, c'est bien de redire les choses. Donc, là, c'est plus des précisions, quoi. Donc là, il dit merci pour la réponse sur Casgevy, thérapie génique. Pour préciser, il s'agit d'utiliser des outils en recherche pour évaluer la sécurisation et l'efficacité de cette thérapie génique avec un volet clinique basé sur une évaluation clinique basée sur des outils de pointe développés spécifiquement pour cette indication. Ouais. Peut-être la réponse est est-ce que c'est un projet que vous pourriez déposer au PHRC? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il ne faut pas le déposer à l'APG. Voilà. Je pense que c'est une question que vous pouvez d'ailleurs vous poser hein, sur les projets oui, cancer même, parce que des fois c'est très fondamental. Donc est-ce que ce projet, je pourrais le déposer à PL Bio? Est-ce qu'il serait éligible à PL Bio, par exemple, de l'INCAC? Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il n'est pas éligible chez nous. Bon, ça, je pense que... Ouais, ça c'est Anna qui... ouais.
trop recherche. Attends, c'était qui disait ça? C'est par rapport à la réponse de oui, Philippe. par rapport au PHRC, Oui. apparemment, Oui. c'est trop recherche. Donc, il Pour pourrait être pas soumis être- au PHRC, je D'accord. pense que Donc, s'il n'est pas éligible au PHRC, il peut être Ouais. éligible en recherche transactionnelle chez nous. Et Anna va sûrement répondre par rapport aux pathogènes. Oui. Pas d'autres questions? Non, pas pour l'instant. Non. Alors, sur le plan d'action, hein, vous avez la description, puis de toute façon, vous avez l'adresse email des chargés de projet scientifiques, donc qui sont ici autour de moi ou qui sont en ligne. Voilà, n'hésitez pas à les contacter. Alors, bien sûr, pas sur le périmètre, hein, enfin, pas sur votre projet, est-ce qu'il est éligible à tel ou tel comité. Ça, vous allez avoir la réponse un peu générique, hein, qu'on ne peut pas vous répondre. Mais sur tout le reste, voilà, on peut préciser si besoin. Je sais pas, il y a combien de participants? D'accord. Donc il y avait beaucoup d'inscrits, mais peu de participants. Mais voilà, on pourra diffuser la vidéo plus tard. Il y a plus de questions qui arrivent? Non? Non, c'est Anna qui a répondu à la question précédente sur les pathogènes. Ok. Écoutez, je pense que j'ai rien oublié. Si, peut-être pour les PRCE, je ne l'ai pas signalé, mais il y a eu peu de questions finalement. Il y a aussi le taux d'aide qui a changé pour les entreprises. Alors attention, c'est entreprise, comment dire, pas la définition européenne, hein, d'entreprise, mais c'est vraiment société commerciale. Et le taux d'aide a été augmenté. Alors c'est un peu complexe, donc je vous invite à regarder le règlement financier qui est sur la page aussi de la l'APG, parce qu'en fonction du type de recherche, en fonction de l'entreprise, le taux d'aide n'est pas le même. Mais voilà, ce taux d'aide a été augmenté, donc en espérant que ce soit aussi plus attractif pour les entreprises pour participer à ces PRCE, puisque le but quand même, hein, c'est d'avoir plus de projets PRCE, puisque ces dernières années, on est plutôt sur une tendance baissière. Tous les ans, il y a de moins en moins de projets avec les entreprises. Donc voilà, en passant une seule étape d'évaluation, l'étape 2, en augmentant le taux d'aide pour les entreprises, voilà, on espère avoir un regain d'intérêt pour cet instrument et de financer plus de projets de recherche collaborative avec les entreprises. Pas d'autres questions? Ok, bah, je vous propose de conclure. Donc n'hésitez pas à nous recontacter par mail si besoin, si certains points sont pas clairs. Et puis sinon, bah, bon courage pour le dépôt de votre proposition. Merci à tous et à toutes de votre participation.